veux pas, je 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 veux pas. Écoute, quand je dis je veux, ça veut dire je veux. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on célèbre le fait que j'ai assisté à un miracle. Et oui, Dieu s'est à nouveau manifesté. Enfin, quand je dis Dieu, c'est celui de l'animation, puisque j'ai pu découvrir en avant-première le tout dernier film de Hayao Miyazaki, qui signe donc son grand retour après 10 ans d'absence. Donc film qui s'appelle Le Garçon et le Héros, donc découvert en VO bien sûr. Donc c'est quand même plutôt pas mal ce début d'automne, alors que pourtant c'est censé être une période assez morose, de découvrir que finalement on a quand même une très bonne richesse cinématographique qui nous tombe un petit peu dans les bras, alors qu'on a eu un été particulièrement pourri dans les salles obscures. Et alors Le Garçon et le Héros, donc film qui n'avait quasiment eu aucune promo à part effectivement un trailer qui est tombé assez tardivement, et pourtant moi quand j'y suis allé, la salle était pleine à craquer, donc comme quoi Miyazaki a toujours été au cœur même d'un événement, donc il a toujours suscité un petit peu la passion à travers donc son cinéma. Donc film qui va prendre place dans un Japon en pleine guerre pour suivre donc Maisto, donc jeune garçon qui souffre de la perte de sa mère dans un incendie encore quelques années après, alors que son père a entrepris finalement de refaire sa vie avec sa belle-sœur, ce qui est un petit peu bizarre d'ailleurs, jusqu'au moment où un héron étrange va rendre visite à Maisto pour l'attirer donc dans une étrange tour abandonnée en pleine forêt qui risque de chambouler le jeune garçon. Et bien sûr, j'en dirai pas plus parce qu'avec Miyazaki, il faut quand même laisser un petit peu la surprise de la découverte intacte, quoi. Et alors, autant le dire tout de suite, chef-d'œuvre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Non, je déconne bien sûr. Bien évidemment qu'on va étoffer un petit peu le propos, car chef-d'œuvre, ça, c'est une évidence, mais pas parfait pour autant. Vous allez comprendre. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un pur bonheur de voir Miyazaki déjà revenir pour donner une bonne leçon d'animation à une industrie cinématographique qui s'est quand même longtemps reposée sur ses acquis de la synthèse facile, et notamment chez Mickey. Alors, certes, il y en a quand même qui essayent un petit peu d'innover, notamment chez Sony, voire même chez Netflix. Mais là, on parle d'animation artisanale, et il y a très peu de personnes et de studios qui s'y frottent encore. Car oui, on est vraiment dans la plus pure tradition de l'animation nippone qu'a engendré Miyazaki depuis toutes ces décennies, donc souvent copié d'ailleurs, mais jamais égalé. Même si oui, il y en a quand même quelques-uns, donc notamment des nouveaux studios fondés par des anciens de chez Ghibli qui semblent avoir quelques ambitions louables indépendantes, mais bon, on n'arrivera jamais à la cheville de Miyazaki, ça c'est évident. Et donc effectivement, à travers le Garçon et le Héron, mais c'est d'une beauté picturale mais incroyable, donc avec ses environnements peints comme d'habitude, et dès la première séquence d'ailleurs, tu comprends que t'es dans du fait main, quoi. Et alors ce qui est assez dingue, c'est que on a parfois le sentiment de revoir des choses qu'on a déjà vues dans les œuvres précédentes de Miyazaki, avec parfois des plans très similaires, voire même des visages de personnages qui semblent reprendre exactement les mêmes traits que d'autres de ses précédents dessins animés. Mais c'est la richesse thématique que Miyazaki va apporter à son récit qui fera en sorte que finalement, malgré toutes ces similitudes, notamment visuelles, on n'est pas pour autant en terrain conquis. Si ce n'est que le film reprend quand même une trame de base très proche du voyage de Chihiro, à ceci près que si Chihiro était assez accessible pour un public très large, ici on est sur un film un peu plus exigeant et qui, en revanche, risque d'être très complexe pour un jeune public ou voire un public non averti, voire terre à terre. Ici, Miyazaki ne nous prend pas du tout par la main. La grosse différence par rapport à Chihiro réside principalement dans le fait que Chihiro en fait plongeait dans le fantastique au bout de seulement 5 minutes, alors que ici, faut attendre 30 bonnes minutes, quoi. On est plus dans un cas de mélange entre Chihiro et Totoro, mais malgré ces similitudes, là aussi le film va quand même chercher à nous surprendre.
Sachant qu'on est ici face à un scénario qui adapte un livre, mais que Miyazaki a voulu agrémenter d'un peu plus de folie, bien qu'il prétendait que le film serait quand même plus terre-à-terre qu'à l'accoutumée. Et au final, c'est pas du tout le cas, puisque c'est un folklore d'onirisme et de poésie fantastique, avec genre une idée toutes les 5 minutes, entre un délire sur des perruches géantes voraces, pareil avec des créatures nommées Wara Wara qui rappellent justement le délire des Sylvains dans Mononoke, ou encore des Noiraudes dans Totoro, voire Chihiro, voire éventuellement les créatures telles que Ponyo. Pareil avec une scène intégrant justement des bandelettes qui momifient les personnages qui sont intégrés justement au cœur de la séquence, et j'en passe. Le problème, c'est que, comme je le disais, le film met 30 minutes avant vraiment de nous immerger de magie, et quand on baigne dedans, c'est à fond de balle. Mais au point qu'on enchaîne les contextes et les environnements, et comme le film est moins évident, le complexe peut parfois tomber dans le compliqué, mais bon, on va se rassurer quand même de se dire que du compliqué à l'absurde, souvent il n'y a qu'un pas à franchir, mais que Miyazaki ne franchit pas justement, et heureusement d'ailleurs. Et c'est là toute la force d'écriture de l'auteur. Donc bien sûr, beaucoup de choses sont soumises à interprétation, d'autres sont sujettes à une traduction très métaphorique pour nous imprégner justement d'un décorum assez multiversel, hein, vous allez voir. Et ce qui est assez déroutant avec ce film, c'est qu'à la fin du visionnage, c'est pas évident que t'aies tout compris. Pourtant, malgré tout, t'en ressors avec le plaisir d'avoir vu un beau film, riche en créativité de forme et de fond, et puis d'avoir passé quand même une bonne séance, d'autant que ce film est un peu, je dirais, une sorte d'œuvre testamentaire pour Miyazaki, hein. C'est vrai que si tu reprends sa filmo, tout son travail repose sur des thématiques qui lui sont souvent assez chères, avec justement des intentions de soumettre ses héros à un parcours quelque peu initiatique de la vie, à travers des univers un peu fous, et souvent pour caractériser une position assez difficile de ses personnages, et donc des parcours qui s'inspirent justement de son vécu à lui, à Miyazaki. Et le garçon et le héron ne fait évidemment pas entorse à ça, avec cette histoire de deuil pour le jeune héros, mais surtout, quand je dis testamentaire, c'est qu'il a aussi intégré son film au cœur d'une époque charnière pour lui, à savoir la guerre. Et oui, parce que en fait, Miyazaki, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a beau être né en 1941, la guerre l'a marqué dès son plus jeune âge, donc à travers des souvenirs qui ont tellement résonné en lui, au point finalement de façonner un petit peu sa vision, quoi, et qu'on retrouve à travers sa filmographie. Preuve en est, tu prends par exemple le château ambulant, effectivement on baigne dans un univers contemporain steampunk qui sentait déjà la guerre, Mononoke pareil, Porco Rosso idem, et j'en passe. Mais testamentaire également en raison de l'autre thématique majeure, à savoir l'héritage. Puisque oui, il est effectivement question de ça dans le film, lorsque justement le jeune garçon est choisi pour une certaine succession, je rentrerai pas dans les détails pour vous garder la surprise, mais Miyazaki y traduit ici le fait que oui, il a 80 piges passées et il n'est pas éternel, pépère, hein, et que lui aussi, qui tenait Ghibli d'une main assez ferme et rigoureuse, doit trouver justement sa succession pour maintenir l'esprit originel au sein du studio. D'autant plus lorsque l'on a des exemples à côté de ça, comme Pixar, qui, en raison de l'ambition sans scrupule de Mickey à vouloir faire du fric plutôt que de la qualité, qui était un petit peu le fer de lance justement du studio au départ, est dernièrement tombé au plus bas de sa créativité et de sa richesse à cause justement de Mickey, quoi. Ce que Miyazaki ne veut évidemment pas voir ici, surtout quand en plus on sait que certains sous-dirigeants de chez Ghibli ont déjà signé des accords avec Disney. Pour le reste, on a évidemment le discours en faveur de Mère Nature, mais qui ne ressemble à aucun autre. De toute façon, il a toujours été assez original en la matière. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est un thème qui est quand même très récurrent chez lui. Mais il a su toujours donner un petit peu une certaine transcription originale à travers chacune de ses œuvres. Donc on évoque effectivement la menace des espèces, la surconsommation amenant justement au déclin de la civilisation, la destruction du monde, et j'en passe. Et puis bien sûr, on n'oublie pas la petite morale de fin à travers notamment la transformation du jeune garçon, donc Maisto.
Après, on y retrouve tout ce qui fait le plaisir d'une œuvre de Miyazaki, hein, donc des personnages attachants et touchants, mais peut-être un peu moins que dans les autres films. Et c'est peut-être justement ce qui m'a un peu gêné, dans le sens où, justement, il devrait l'être plus, vu qu'il est question du deuil. Et j'avoue que j'avais vraiment espoir de me livrer à quelques petits sanglots, comme avec notamment les autres films de Miyazaki, et malheureusement ce ne fut pas le cas. Donc ça c'est un petit peu dommage. On retrouve également les fameuses scènes de repas qui nous font toujours autant saliver, hein. Les personnages avec un gros nez, et puis effectivement il y a aussi cette composition musicale de Joe Hisaishi, qui comme d'habitude travaille avec Miyazaki, hein. Et bon, néanmoins je trouve que bien qu'efficace, cette composition elle s'oublie quasiment dans la seconde après être sortie de la salle de cinéma, quoi. Il n'y a pas ce côté mémorable des précédentes œuvres, donc ça c'est un petit peu dommage là aussi. Bref, on est quand même face à un baroud d'honneur absolument jouissif qui renifle presque le remake de Chihiro, comme je disais, hein, mais en plus alambiqué et donc s'adressant à un public en revanche beaucoup plus averti. Après voilà, la magie opère toujours, même si oui, le film va tellement vite et enchaîne tellement les sauts de puce qu'il est parfois un petit peu difficile de quoi il peut en retourner, mais en tout cas, c'est un véritable bonheur de découvrir ce genre d'œuvre au cinéma, en plus avec un sound design qui était absolument majestueux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce genre d'animation, ça mérite justement qu'on puisse les mettre en avant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous espérez justement le voir? Parce que c'est vrai qu'il ne s'est pas gagné qu'il sorte dans beaucoup de salles en France, hein. La distribution risque peut-être d'être un petit peu compliquée, même s'il est beaucoup attendu. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!